Et si la révolution du Sahel redessinait le destin de tout un continent? Peut-on imaginer un seul événement capable de faire vaciller les certitudes accumulées depuis plus d'un demi-siècle? Et si, soudainement, les rêves d'indépendance de plusieurs générations prenaient forme, non pas dans les discours, mais dans les actes, dans la rue, dans la volonté farouche d'un peuple qui refuse de se résigner? Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso, nul ne pressentait la secousse qui allait traverser l'Afrique. À peine sorti de la vingtaine, ce jeune officier n'a pas seulement renversé un régime. Il a enflammé l'espoir et la défiance au cœur du Sahel, déclenchant un bouleversement sans précédent. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir sur la façon dont Traoré s'est imposé. En octobre 2022, alors que le pays était en proie à l'insécurité et à la défiance envers les autorités, il a mené un coup d'État qui s'est déroulé sans effusion de sang majeur, mais avec une rapidité et une détermination qui ont pris de court l'ensemble de la classe politique et des observateurs internationaux. Cette prise de pouvoir, loin d'être isolée, a marqué le début d'un mouvement de fond, comparable à celui qui avait suivi la montée au pouvoir de Thomas Sankara en 1983, lorsque ce dernier avait, lui aussi, incarné la rupture et l'espoir face à la domination extérieure. En quelques mois, cet élan de souveraineté a franchi les frontières du Burkina Faso. Bamako, Niamey, Abidjan. Partout, la jeunesse africaine s'est dressée, galvanisée par l'audace d'un homme prêt à briser les chaînes forgées par l'Occident depuis plus d'un demi-siècle. Il ne s'agissait plus d'une simple alternance politique, mais d'un choc frontal. Une fierté retrouvée, un défi lancé, d'Ouagadougou jusqu'aux plus grandes capitales. Prenons l'exemple du Mali. Après avoir lui-même subi plusieurs coups d'État, le pays a vu dans l'initiative burkinabé une confirmation de son propre cheminement vers la souveraineté. Les rues de Bamako se sont remplies de manifestants brandissant des pancartes « Mali libre » et « La France dehors », en écho direct à ce qui se passait à Ouagadougou. Des étudiants ont organisé des débats publics sur le panafricanisme, tandis que des artistes peignaient sur les murs des fresques représentant Traoré aux côtés d'autres figures de la lutte anticoloniale comme Patrice Lumumba ou Amilcar Cabral. Même les experts les plus aguerris, qu'ils soient africains ou européens, ont dû reconnaître la rapidité fulgurante de cette vague de changement. Chaque discours, chaque geste de Traoré sonnait comme un appel à l'unité et à l'autodétermination, réveillant des peuples lassés de la soumission et du silence. À chaque intervention télévisée, Traoré évoque la nécessité de réécrire l'histoire du continent, de reprendre le contrôle sur les ressources et les institutions. Il cite Sankara, bien sûr, mais aussi Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere. Il rappelle les promesses non tenues de l'indépendance, la persistance des inégalités et invite la jeunesse à ne plus accepter le statu quo. Cette rhétorique, loin d'être abstraite, trouve un écho concret dans la vie quotidienne. Les universités réorganisent leurs programmes, les radios locales diffusent des débats sur le panafricanisme et des comités citoyens émergent pour surveiller l'action des autorités. Mais au cœur de cette renaissance couve un pari dangereux. L'Afrique joue désormais son avenir, entre la promesse d'une véritable indépendance et la menace d'isolement, de répression ou de sanctions économiques. L'heure n'est plus à la résignation. Le choix est brutal. Répéter le cycle de domination ou oser la rupture, au risque de toutes les incertitudes. Pour mesurer la portée de ce séisme, il faut plonger dans les racines profondes du combat mené par le capitaine Traoré. C'est un combat qui ne date pas d'hier. Déjà, dans les années 60, des figures telles que Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, avaient payé de leur vie leur refus de céder aux intérêts occidentaux. Leurs rêves ont été étouffés par des interventions étrangères, des coups d'État fomentés depuis l'extérieur, des pressions économiques et diplomatiques qui ont empêché l'émergence d'États pleinement souverains. Comment ce jeune capitaine a-t-il pu réveiller le Sahel en si peu de temps? Pour comprendre, il faut remonter à l'origine de sa colère et de sa vision. Depuis des décennies, une question obsède le Sahel. Qui, en vérité, décidait du sort du Burkina Faso? Était-ce la volonté des peuples ou l'ombre des puissances étrangères, masquées derrière des uniformes et des ONG?
Pour comprendre la tempête qui gronde aujourd'hui, il faut d'abord regarder en face l'histoire d'un territoire trop souvent traité comme un simple pion par l'Occident. Dans l'immensité sahélienne, la présence militaire française s'affichait partout. Bases, patrouilles, interventions, toujours sous couvert de lutte contre le terrorisme. On se souvient de l'opération Serval, lancée en 2013, puis de Barkhane, opération militaire française menée dans plusieurs pays du Sahel pour lutter contre les groupes djihadistes. Si, au début, ces opérations avaient reçu l'approbation d'une partie de la population qui espérait un retour à la sécurité, très vite, la défiance a grandi. Les résultats tardant à se concrétiser, la présence étrangère est de plus en plus vécue comme une forme de tutelle déguisée. Les ONG occidentales, elles, distribuaient les financements, choisissaient les priorités, imposaient parfois leur vision du progrès. Trop souvent, les décisions majeures étaient prises loin, dans des bureaux à Paris ou à Washington, comme si la voix des peuples locaux valait moins qu'un rapport d'experts étrangers. Le Burkina Faso semblait condamné à n'être qu'une case sur ce grand échiquier. Année après année, il subissait les contre-coups de sanctions, de coups d'État, d'une pauvreté endémique et d'une dépendance dont on ne voyait pas la fin. Les rêves d'émancipation s'étouffaient, génération après génération, écrasés sous le poids d'intérêts extérieurs. À titre d'exemple, le franc CFA, instauré par la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, continue de susciter la controverse. Cette monnaie, dont la convertibilité était garantie par le Trésor français, a longtemps été présentée comme un gage de stabilité, mais elle a également été perçue comme un instrument de contrôle monétaire et économique. Des militants, tels que Kémy Séba, ont organisé des campagnes et des conférences dans toute l'Afrique de l'Ouest pour dénoncer le système CFA, le qualifiant de chaîne invisible, maintenant l'Afrique francophone dans la dépendance. Mais en l'an 2022, un jeune capitaine, à peine âgé d'une trentaine d'années, surgit. Ibrahim Traoré. Son irruption est un séisme. Il proclame face à des foules en liesse le droit du Burkina Faso à la liberté, la dignité, la souveraineté. Ces mots rappellent la fougue révolutionnaire de Thomas Sankara, l'ancien président adulé et assassiné. « Nous ne serons plus jamais des esclaves dans notre propre maison », clame-t-il, et cette promesse d'insoumission traverse soudain toutes les frontières du Sahel. Pour la première fois depuis bien longtemps, une jeunesse africaine entière écoute et espère. Un autre avenir serait-il possible? Ce n'est plus seulement une affaire de gouvernance, c'est un sursaut d'orgueil, une renaissance nationale et peut-être panafricaine. Ce réveil n'est pas sans rappeler l'élan que connut le continent dans les années 60, lorsque tour à tour, les colonies africaines obtenaient leur indépendance formelle. Mais contrairement à cette époque, où la transition se faisait souvent sous le contrôle étroit des anciennes puissances coloniales, le mouvement actuel se construit contre la volonté de ces dernières. Il s'agit d'une seconde indépendance, voulue, décidée et assumée par les peuples eux-mêmes. Fermer les yeux sur cette dynamique, ce serait accepter que la servitude perdure, pour le Burkina Faso, pour le Sahel, et pour une Afrique qui veut enfin écrire son histoire par elle-même. Mais cette quête d'indépendance se heurte à des forces redoutables, prêtes à tout pour préserver l'ordre ancien. Le bras de fer qui s'engage va révéler jusqu'où chacun est prêt à aller pour défendre ses intérêts. Pourquoi l'expulsion des troupes françaises et la rupture avec Paris font-elles trembler la planète? Ce n'est pas seulement un affront militaire, c'est un séisme politique. Quand le capitaine Ibrahim Traoré a ordonné le départ définitif des soldats français du Burkina Faso, il a balayé d'un geste tout un héritage de dépendance. À peine âgé de 34 ans, il a mis à terre un pan entier de la France-Afrique. Pour la première fois depuis les indépendances, le centre du pouvoir a basculé. Ni Paris, ni Washington, mais Ouagadougou décide. Traoré, loin de s'isoler, s'est allié sans attendre au Mali et à la Russie. En quelques mois, il a signé des accords militaires et économiques inédits. Les armes russes arrivent, la coopération sécuritaire s'intensifie. Un nouvel axe se dessine. Bamako, Ouagadougou, Moscou. Toutes les règles du jeu sont bouleversées. La vraie rupture surgit en septembre 2023. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 États longtemps réduits à la dépendance, fondent l'Alliance des États du Sahel. Pacte de défense mutuelle,
Désormais, une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Mais l'Alliance va plus loin. Elle incarne la volonté de gérer ensemble ressources et destins, de ne plus négocier sous la contrainte des grandes puissances. Un parallèle historique s'impose. En 1963, l'Organisation de l'Unité africaine fut créée à Addis Abeba, réunissant 32 pays indépendants avec le rêve d'unir le continent. Mais, minée par les rivalités et les ingérences étrangères, cette organisation n'a jamais pu imposer une défense commune. Aujourd'hui, l'Alliance du Sahel tente de relever ce défi, avec pragmatisme et urgence, face à des menaces réelles. L'Occident encaisse le choc. Les sanctions tombent, dures comme l'acier, gel d'avoirs, embargo, aide au développement suspendue. Washington, Paris, Bruxelles convoquent des sommets de crise. Les médias occidentaux dénoncent dérive autoritaire, ingérence russe, menaces régionales. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou, Bamako ou Niamey, l'ambiance est à la liesse. Des foules de jeunes célèbrent la fin de ce qu'ils appellent l'humiliation. Les drapeaux s'agitent, des fresques géantes peignent le rêve d'une Afrique unie. En ligne, le soutien explose. Pour beaucoup, cette alliance incarne le retour d'une dignité, le souffle d'un espoir panafricain. À Ouagadougou, des milliers de jeunes descendent dans la rue, scandant des slogans tels que « Souveraineté ou rien » et « Non à la tutelle étrangère ». Des collectifs de femmes organisent des ateliers où l'on enseigne l'histoire africaine et où l'on débat de la place des femmes dans la nouvelle société. Des artistes, des rappeurs, des réalisateurs de films documentaires s'emparent du sujet pour sensibiliser la population et renforcer le sentiment d'appartenance à un destin commun. Le risque est réel. L'isolement menace. Les retombées économiques pourraient être sévères. L'expérience du Zimbabwe, soumis à des sanctions internationales après la réforme agraire du début des années 2000, sert de mise en garde. Le pays a vu son économie s'effondrer, mais il a aussi démontré la résilience d'une population capable d'innover et de s'organiser malgré l'adversité. Pour nombre de citoyens sahéliens, la leçon est claire. Mieux vaut souffrir un temps que de rester éternellement dépendant. Mais, pour nombre de citoyens, le prix en vaut la peine. Jamais le Sahel n'a connu pareille unité, ni autant de liberté dans ses choix. Pour la première fois, l'avenir semble entre leurs mains. Pourtant, tout commence à peine. L'Occident prépare déjà sa riposte, et les secousses se font sentir à travers la région. Les prochaines semaines seront décisives pour cette révolution fragile. Mais l'Alliance du Sahel, défiant les pressions extérieures, doit maintenant faire face à ses propres contradictions. Un nouvel équilibre reste à inventer, alors que chaque décision peut tout faire basculer. La Côte d'Ivoire, longtemps pilier du système, vacille-t-elle à son tour? La vague partie du Sahel déferle sur l'Afrique de l'Ouest. Après l'expulsion des médias français, d'autres États ferment à leur tour les chaînes occidentales. À Bamako, Ouagadougou et Niamey, la création d'une monnaie régionale adossée à l'or n'est plus un rêve, mais une promesse. Les gouvernements accélèrent la nationalisation des ressources minières et énergétiques, défiant ouvertement Paris, Bruxelles et Washington. Abidjan, vitrine de la stabilité pro-occidentale, se trouble. Le pouvoir s'est construit sur la croissance et le partenariat avec l'Europe, mais la jeunesse s'agite. Sur les réseaux, des slogans comme « Afrique libre » et « Plus jamais le CFA » envahissent les écrans, repris par des dizaines de milliers de jeunes. Dans les universités, les débats sur le panafricanisme et la souveraineté s'intensifient. Les drapeaux burkinabés et maliens, symboles d'un renouveau, apparaissent partout. Le modèle du Sahel inspire. Écoles, industries et infrastructures échappent peu à peu au contrôle extérieur. Artistes, enseignants, syndicalistes dénoncent les accords inégaux du passé. Les élites s'inquiètent, le système CFA craque, les anciens partenariats sont publiquement contestés. À la peur d'un isolement international s'oppose l'espoir d'une vague d'émancipation qui pourrait tout emporter. Dans les couloirs du pouvoir, la tension monte. Les autorités hésitent. Rester dans le giron occidental ou embrasser la dynamique venue du Nord, au risque de sanctions économiques. Pour la population, le dilemme se cristallise.
rompre enfin les chaînes ou craindre les conséquences d'une rupture brutale. Certains voient dans la contagion révolutionnaire l'occasion de regagner la dignité et le contrôle du destin national. D'autres redoutent chômage, instabilité et représailles. Depuis la fin de la colonisation, jamais l'Afrique francophone n'a été aussi divisée, ni aussi proche d'une bascule historique. Désormais, ce n'est plus une question de frontières, mais une bataille pour l'âme et le futur du continent. Mais cette fièvre de souveraineté n'épargne personne. À Abidjan comme à Dakar, un choix crucial se profile, dont les conséquences pourraient dépasser tout ce que la région a connu. Pour illustrer l'ampleur de cette onde de choc, rappelons-nous la crise ivoirienne de 2010 et 2011. À l'époque, le pays avait été plongé dans un chaos politique à la suite d'une élection contestée, et l'intervention militaire étrangère avait été décisive dans le dénouement du conflit. Aujourd'hui, ce sont les citoyens eux-mêmes qui réclament la souveraineté, non plus sur fond de guerre civile, mais par une mobilisation pacifique et déterminée, nourrie par l'exemple venu du Sahel. Et si la révolution la plus profonde était d'abord celle des consciences? Et si la liberté commençait par le regard que les Africains posent sur eux-mêmes avant de s'écrire dans la loi ou de se gagner sur le terrain? Car aujourd'hui, la seconde indépendance s'annonce comme une renaissance intérieure, une reconstruction intime de l'âme du continent. Les alliances qui émergent à travers l'Afrique ne visent ni la revanche, ni l'exclusion totale de l'Occident. Leur moteur, c'est la renaissance. Redéfinir, ensemble, ce que signifie être africain au XXIe siècle. Ce n'est pas une rupture nourrie par la haine, mais un réveil porté par l'espérance d'un avenir choisi et non subi. Dans les écoles, les programmes évoluent. On découvre enfin l'histoire du continent racontée par ses propres enfants. Les héros effacés réapparaissent dans les manuels, les langues nationales regagnent du terrain, et la jeunesse retrouve une fierté longtemps étouffée. Les slogans ne descendent plus de Paris ou de Washington. Ils jaillissent des rues, des ateliers, des réseaux sociaux africains. Prenons le cas du Sénégal. Depuis 2020, plusieurs manuels scolaires sont réécrits pour inclure davantage de contenu sur l'histoire précoloniale, les empires du Ghana et du Mali, ou encore la résistance anti-esclavagiste. Des enseignants créent des clubs d'histoire africaine, où les élèves organisent des expositions et invitent des anciens à témoigner de la vie avant l'indépendance, transmettant ainsi une mémoire vivante. Sur le plan économique, une relance des industries locales s'observe. Les tissus, les denrées, les œuvres d'art ne sont plus de simples souvenirs ou objets d'exportation. Ils deviennent les piliers d'une nouvelle économie, indépendante et créatrice de richesses pour ceux qui la bâtissent. Les marchés locaux s'animent. Partout, l'initiative privée renaît, portée par une jeunesse qui rêve d'innover et de bâtir chez elle. Au Nigeria, par exemple, le boom de la mode Made in Africa stimule la création de milliers d'emplois. Au Burkina Faso, des coopératives agricoles gérées par des jeunes transforment le coton local en vêtements exportés dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les entrepreneurs investissent dans des solutions énergétiques locales, comme l'énergie solaire, pour réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Ce mouvement déborde les élites et les discours officiels. Femmes, agriculteurs, artistes, commerçants. Tout le tissu social s'engage dans la reconstruction. Les femmes, longtemps réduites au silence dans les récits nationaux, deviennent actrices majeures du changement. Dans les villages, ce sont elles qui remettent la terre en vie, nourrissent les cités, transmettent la mémoire. Quant aux artistes, ils portent la voix de la révolution sur les murs, dans les chansons, au cinéma. Ils racontent la dignité retrouvée. Au Bénin, la chanteuse Angélique Kidjo compose des hymnes à la liberté et à l'unité africaine. Au Mali, la troupe de théâtre Koteba met en scène des pièces célébrant la résistance culturelle. Sur les réseaux sociaux, des vidéastes burkinabés lancent des campagnes de sensibilisation pour inciter la jeunesse à s'investir dans la vie politique et associative. Cette unité nouvelle ne repose pas sur un parti unique, mais sur une volonté partagée, la dignité. Pour la première fois, des peuples entiers se lèvent non pour suivre un chef, mais pour défendre le droit de choisir, ensemble, leur avenir. L'unité n'est plus un concept abstrait, elle devient palpable, vivante,
porté par des millions de voix et de mains. Au cœur de cette dynamique, l'Afrique impose désormais ses propres conditions dans ses relations extérieures. Qu'il s'agisse de négociations commerciales, de traités militaires ou de coopération scientifique, les nouveaux dirigeants refusent les clauses dictées depuis l'étranger. Les accords se concluent d'égal à égal ou ne se concluent pas. Cette souveraineté nouvelle attire aussi des partenaires venus d'Orient, sans jamais échapper au contrôle des peuples concernés. Illustrons cela avec la récente coopération entre le Burkina Faso et la Turquie. Les deux pays ont signé, en 2024, un accord de partenariat industriel qui prévoit la construction d'usines textiles et la formation de techniciens locaux. Contrairement aux contrats passés, où la grande partie des bénéfices échappait aux pays africains, cette fois-ci, le Burkina Faso conserve la majorité du capital et la gestion des infrastructures. Cette logique inspire d'autres pays du Sahel à reconsidérer leur partenariat et à exiger davantage de transparence et de bénéfices partagés. Mais chaque avancée vers l'autonomie réveille de nouveaux périls. À mesure que l'Afrique s'émancipe de l'ancien ordre, elle s'expose à la pression, aux représailles économiques, parfois aux menaces de déstabilisation. La liberté a un prix. Chaque victoire ouvre la voie à de nouveaux défis, de nouveaux dangers. Pour faire face à ces risques, des initiatives collectives voient le jour. Des associations de consommateurs promeuvent l'achat local pour soutenir l'économie nationale. Des plateformes d'entrepreneurs africains partagent des conseils pour contourner les obstacles bancaires et développer des circuits alternatifs d'import-export. Des conférences rassemblent des juristes pour rédiger des lois anticorruption et garantir la transparence des marchés publics. Pourtant, pour la première fois depuis l'indépendance gravée sur le papier, le continent tient entre ses mains la possibilité de choisir son destin. La révolution, désormais, ne se joue plus seulement dans les palais ou sur les champs de bataille, mais dans les esprits et au cœur de la vie quotidienne. Mais jusqu'où ce réveil pourra-t-il aller sans provoquer une riposte féroce? L'Afrique est-elle prête à affronter l'orage qui s'annonce? Pour anticiper les prochaines étapes, il est essentiel de se rappeler que toute révolution s'accompagne de contre-révolutions. Les exemples historiques abondent. En Amérique latine, la vague de réformes progressistes des années 2000 a été suivie, dans plusieurs pays, par un retour en force des conservateurs, souvent appuyés par des intérêts étrangers. En Afrique, la lutte pour la souveraineté ne sera pas linéaire. Des périodes d'enthousiasme succéderont à des moments de doute, de répression ou de repli. Mais l'essentiel est que la flamme du renouveau ne s'éteigne pas. L'Afrique entre dans une ère nouvelle. Serez-vous simple témoin ou deviendrez-vous l'un des bâtisseurs de cette renaissance? Aujourd'hui, ce qui se joue au cœur du Sahel dépasse de loin une suite de révoltes ou de coups d'État. Pour la première fois depuis l'aube des indépendances, une souveraineté pensée, décidée et portée par les Africains eux-mêmes émerge, soutenue par une jeunesse résolue et une alliance sans précédent entre nations, longtemps adversaires. Le monde, figé depuis plus de 60 années, vacille sous cette impulsion. Mais rien n'est acquis. Rater ce moment, c'est laisser filer une occasion exceptionnelle de participer à la redéfinition de l'identité africaine au XXIe siècle. Au contraire, rester passif, c'est risquer d'être spectateur pendant que d'autres choisissent à votre place le futur du continent. Chacun doit se demander « Suis-je prêt à défendre ma liberté, à prendre ma place de citoyen, à m'engager pour l'émancipation, même si cela implique des bouleversements économiques ou des pressions extérieures? Ou vais-je consentir, par inertie, à la répétition du cycle de dépendance? Que puis-je faire concrètement? S'informer auprès de sources africaines, soutenir les entreprises locales, participer à des initiatives citoyennes, encourager l'éducation et la transmission de l'histoire, refuser la résignation. Chacun, à son niveau, peut contribuer à bâtir cette renaissance. Désormais, la voix du Sahel secoue les capitales d'Europe et d'Amérique. L'Afrique peut, pour la première fois, transformer la défiance en unité, la colère en sagesse, la résistance en projet commun. Ce choix, nul ne pourra le faire à votre place. L'histoire avance. La vraie question n'est plus de savoir si la seconde indépendance a commencé, mais si vous en serez acteur ou spectateur.